Alors le fait d'avoir des partenaires pour un industriel comme Aucantis, même si on a un groupement d'intérêt public, on reste quand même une entreprise à part entière avec une volonté de développer le numérique et un numérique, je dirais, intelligent. C'est un numérique qui ait du sens sur le terrain. Chacun dans son compartiment de jeu, chacun dans ses compétences. Aujourd'hui, Aucantis a des compétences fonctionnelles mais prioritairement techniques. Surtout quand on parle de développement, quand on parle d'édition logicielle. Il est fondamental pour moi que ce que l'on produise soit entre guillemets utilisable, qu'on soit dans l'utilisabilité de l'outil, quel que soit l'outil, que ce soit un outil administratif, un outil de soins ou un outil de recherche clinique. Et donc aujourd'hui, on a forcément besoin de partenaires qui vont nous définir leurs besoins, qui vont nous exprimer effectivement leurs attentes, et à nous après, effectivement, en bonne intelligence, dans un cadre effectivement établi, de construire tout ce qui a été exprimé. Et c'est là où c'est fondamental. Je pense qu'il y a trop d'erreurs, et moi je l'ai vécu dans des établissements précédents, où on pense qu'effectivement l'éditeur, à partir d'une simple demande, d'un simple cahier des charges rédigé sur quelques pages, va être capable de transcrire intelligemment le besoin. C'est faux, parce qu'entre l'expression ou la vision que peut avoir l'utilisateur de quelque chose et la réalité qui va lui en être donnée quelques mois après, quelquefois on est vraiment aux antipodes, à l'opposé. Et là, effectivement, c'est un échec industriel. On y a passé beaucoup de temps, beaucoup d'argent, beaucoup d'énergie. Et pour rebondir à partir de là, c'est pas possible. Donc c'est vraiment quelque part, nous, Aucantis, notre marque de fabrique. On a besoin des utilisateurs pour bâtir. Et c'est pour ça aussi que sur les 200 salariés qui composent la structure, on a à peu près 150 personnes qui ont une expérience de terrain dans des structures hospitalières de différentes tailles. Parce que là aussi, il ne faut pas oublier cet élément-là, c'est que l'intelligence du savoir, elle n'est pas uniquement dans les grandes structures, elle est dans tout type de structure. Et on parlera tout à l'heure, je pense, de données et d'informations, mais la donnée, elle est partout, l'information, elle est partout, et le besoin, il est partout. Donc à nous, effectivement, d'en faire un assemblage intelligent, en partenariat avec, effectivement, un acteur qui est motivé et intéressé par le sujet, qui a envie de faire quelque chose de peut-être un petit peu différent dans l'approche. C'est aujourd'hui 1200 lits, 1200 patients qui sont pris en charge dans des lits d'hospitalisation, dans des places, et c'est surtout un établissement dit de recours, qui s'est développé considérablement autour de filières hospitalo-universitaires et qui a beaucoup développé les activités de recherche. Alors on peut se dire, à 35 km de Paris, après un CHU, pourquoi avoir envie de faire de la recherche et ces sujets-là? Tout simplement, il y a deux raisons. D'abord, on est aujourd'hui très modestement un établissement universitaire sur des filières, parce qu'il y avait un besoin, il y avait des cohortes de patients, il y avait des flux de patients très importants, et que la recherche aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on va demander de plus en plus à nos médecins, et nos médecins sont de plus en plus amenés à faire de la recherche parce qu'il y a la donnée numérique. Et c'est aujourd'hui l'accessibilité à cette donnée qui vient de nos DPI, qui vient le fait qu'elles sont structurées, va donner des idées. Et en fait, cette multiplication de données disponibles est aujourd'hui une richesse évidemment pour nos établissements. Alors elles sont d'une richesse dans l'établissement universitaire depuis très longtemps. Dans nos établissements non universitaires, on manque parfois de compétences, on manque parfois de fonds financiers, il faut le dire. On est aujourd'hui dans des situations un peu compliquées. Et le fait d'avoir cette rencontre finalement avec un partenaire industriel, mais qui a une fibre pour le bien commun, pour l'intérêt général. Aucantis est présidé par des directeurs d'hôpital. Philippe vient de ce monde-là. Pour nous, c'est extrêmement sécurisant parce que c'est des gens avec lesquels, et des partenaires avec lesquels on est en confiance. Et on s'est retrouvés, moi j'arrive dans cette histoire parce que je suis arrivé il y a peu de temps et je ne fais que finalement incarner une continuité qui a été portée par mon prédécesseur et surtout par deux médecins hyper motivés et qui se sont dit comment on fait quelque chose de solide, d'opérationnel, sans se dire que ça sera dans plusieurs années. Et moi je veux surtout rendre hommage à Aucantis, à Philippe Ménager, au docteur Bertrand Joly, qui donnent de leur temps. En fait, ils donnent de leur temps pour accompagner Aucantis, qui connaissait moins bien ces sujets autour de la recherche, pour dire, voilà, comment on peut trouver une alliance, de se dire, voilà, nous on vous offre du temps, c'est un investissement, c'est leur investissement, c'est aussi notre investissement, pour un entrepôt de recherche en données de santé qui est absolument indispensable pour faire de la recherche à plus haut niveau. Et puis, on a une chose, c'est-à-dire on a des données. Et donc, dès lors que ces données sont complètement sécurisées, anonymisées, elles vont permettre d'être testées dans l'entrepôt de données. Évidemment, pour Aucantis, c'est un élément d'accélération. Et derrière, il y a un partenariat commercial qui en découle. Voilà en quelques mots le fruit de ce partenariat. Le premier élément essentiel, c'est que cette donnée de santé, aujourd'hui, c'est une richesse
absolue pour faire progresser la science. Disposer, mais une fois qu'elle est dans nos systèmes d'information, elle n'est pas structurée, elle n'est pas calée. Ça, c'est le jeu d'éditeur informatique. Derrière, la donnée, elle appartient au patient. Il faut quand même qu'on en soit tous conscients et que le patient, quand il vient à l'hôpital, il ne se dit pas que ces informations médicales vont partir dans un autre élément. Et à ce titre-là, il est important qu'on s'inscrive dans un cadre qui est le cas du RGPD, qui est le cas posé par la CNIL, garanti par la CNIL, que l'ensemble des données soient totalement anonymisées et qu'elles puissent permettre de faire progresser la science. Et c'est aussi le travail de nos établissements que de faire comprendre aux patients, quel que soit le lieu où ils sont pris en charge, dans un petit établissement intermédiaire ou évidemment dans un grand CHU, que cette donnée-là, elle va être la sienne, il va consentir et faire en sorte qu'on puisse l'exploiter de matière extrêmement scientifique. Et donc on est dans un environnement très sécurisant, mais accessible. Et il faut qu'on soit et dans la sécurisation, mais aussi dans l'accessibilité à cette donnée. C'est absolument indispensable pour faire progresser la recherche et la meilleure connaissance de nos maladies. Je pense que l'arrivée de l'IA, en fait, a repositionné beaucoup de choses. Précédemment, on analysait l'information de façon très verticale, sans, je dirais, vraiment d'intelligence, plutôt avec un regard très technique. Alors je vais peut-être un peu schématiser les choses, mais plus pour remplir peut-être quelque part des formulaires ou répondre à des données statistiques. Là, aujourd'hui, l'IA permet effectivement, premièrement, de prendre conscience que l'information, elle existe, chose qui n'était pas forcément une réalité il y a encore peu de temps, que l'IA pouvait permettre, avec des entrepôts correctement structurés, de donner la pleine puissance au cerveau de vos chercheurs et des communautés. Et puis en parallèle de ça, c'est vrai que l'information médicale, puisqu'on parle de ça, ça reste quand même un patrimoine très important. Je pense que c'est le patrimoine de l'humanité quelque part, c'est ça qui nous fera progresser. Mais c'est à la fois un bien personnel, mes données médicales me sont personnelles, mais je reprends ce que tu disais, c'est aussi un bien commun. C'est un bien ouvert. Alors après, il faut le réglementer, il faut le structurer, il faut éviter toute déviance, parce qu'on sait aussi que certains ont cette capacité extrêmement rapide de partir sur des sentiers qui ne sont pas, entre guillemets, les bons sentiers. Mais je pense qu'effectivement, il faut... l'information, on a pris conscience de cette potentialité que l'on avait. Il y a quelques années, moi, j'ai travaillé sur un dossier autour d'Alzheimer. C'est vrai qu'on a vraiment travaillé par induction. C'est-à-dire qu'on a dit, on ne va pas s'occuper de l'information. La donnée, on l'aura. Après, on se posera les bonnes questions. Donc, on a construit un outil pour structurer les process métiers, quels qu'ils soient, médecins, soignants, etc. Et puis, à l'arrivée du projet, on s'est rendu compte qu'effectivement, on avait un volume de données gigantesque et qu'à partir de là, on s'est posé effectivement des questions. C'est qu'est-ce qu'on peut en faire dans le cadre de la recherche, dans le cadre de l'amélioration des soins. Et clairement, il y a beaucoup de choses qui en sont sorties. C'est pour ça que je pense que l'approche par induction, moi, me paraît fondamentale, l'approche du terrain. Et pas partir sur des projets, chacun sa stratégie, que je respecte, ce n'est pas la nôtre, mais sur des projets très grosse hauteur, parce que derrière, il ne faut pas oublier non plus, et tu l'as dit, on parle des grosses structures hospitalières qui ont un rôle fondamental, il y a des chercheurs, il y a des gens très puissants, mais il y en a aussi beaucoup chez toi, il y en a beaucoup partout, il y en a aussi peut-être des données fondamentales dans une petite structure, parce qu'il y a un environnement social très particulier qui fait que voilà, donc l'aspect populationnel aussi. Donc il y a beaucoup de ramifications. Donc c'est pour ça qu'il faut ratisser très très large. Alors bien sûr, il faut entraîner les modèles, il faut apprendre à l'intelligence artificielle ce qu'on veut lui faire faire. Ça permettra de balayer beaucoup de choses, d'avancer, de faire des grands pas. Reste quand même que l'humain restera effectivement derrière. Ça faut aussi que les gens le sachent. Je suis présente aujourd'hui sur le stand Aucantis, sur Santexpo, dans le cadre d'un atelier dédié à la cybersécurité. Le sujet est celui de l'anticipation. Alors pourquoi aborder la question juridique sur l'anticipation ? Parce qu'elle fait pleinement partie de la préparation aux risques juridiques. Lorsqu'on parle des établissements de santé et de la cybersécurité, ils ont un double positionnement. C'est-à-dire qu'ils sont à la fois positionnés en qualité de responsables, puisqu'ils doivent répondre à un certain nombre d'obligations pour faire face à la sécurité des données, mais ils sont également victimes. Victimes, le cas échéant, de cyberattaques, victimes de mauvais fonctionnement au sein de l'établissement. Ce double positionnement oblige à une anticipation majeure du risque pour limiter bien sûr la responsabilité, mais aussi et surtout pour faire de ce levier en amont un levier d'action pour non plus faire de la cybersécurité une contrainte,
mais une façon de faire avancer le sujet du numérique au sein de l'établissement. On avait pris conscience de ce qu'était la cybersécurité avant notre cyberattaque qui nous a touchés en août 2022 et on était sur la fin de la première année de notre déploiement de la sécurité sur le CHSF qui était prévu sur 7 ans. Malheureusement, on a été fauchés par cette cyberattaque parce qu'on n'était pas prêt. Mais vous savez ce que coûte la sécurisation d'un système d'information et donc c'est pour ça qu'on a été obligé de le faire sur plusieurs années. Donc est arrivée la cyberattaque, une nuit d'août 2022, je crois le 21. Heureusement, le réflexe de la DSI, ça a été débranché. Et donc nos données n'ont pas été encryptées et on a fini par pouvoir les récupérer, donc ça on a eu quand même beaucoup de chance, mais on a vécu quand même le blackout total pendant plusieurs mois sans système d'information. Il y a eu plusieurs choix stratégiques qui ont été faits. Un, on a décidé de ne pas reconstruire complètement le système d'information avant de le remettre en place. Ce qui fait qu'au bout de 2 mois et demi à peu près, on a récupéré notre système d'information brinque-ballant sur des bases difficiles, ralenties, pas avec toutes les options habituelles, mais en tout cas on a pu repartir sur une trajectoire. Mais entre-temps, ça a été la trajectoire papier. Alors, un service d'hospitalisation, c'est facile. On est capable de se remettre au papier, de refaire des prescriptions à la main, de les signer, les dater. Voilà, on réapprend aux internes à le faire qui ne l'ont jamais fait de leur vie. Ça, c'est entre guillemets facile. Par contre, comment faites-vous pour faire fonctionner une pharmacie de la taille d'une PUI comme au CHSF? Comment vous faites transmettre les informations du laboratoire de biologie qui n'est plus capable de faire 3000 à 4000 examens par jour, mais 600 par jour? Et comment on diffuse l'information? Comment vous faites de l'imagerie sans pouvoir avoir un PAX et en étant obligé de vous déplacer? À chaque fois que vous faites une radio, vous allez sur la console. Voilà, donc c'est tout ça qu'il a fallu réinventer. Protéger la donnée immédiatement, ça c'est sûr. Donc s'il faut couper les systèmes d'information, il faut le faire. Par contre, évidemment, il faut avoir fait en sorte de canaliser les données et qu'elles ne soient pas accessibles par une porte d'entrée. Fini le bastion, on doit évidemment siloter et faire en sorte que s'il y a une attaque sur l'imagerie, ça ne touche pas la biologie, ça ne touche pas l'ensemble du système d'information. Voilà, je pense que c'est un des conseils, mais je pense qu'il y en a beaucoup d'autres.